par rapport à ça. Parce que le 16 mai passé, le président de la République a signé un nouveau décret instituant l'entente. Donc, avec ce décret, il y aura la création des ententes interdépartementales et intercommunales, qui donne un aspect juridique à l'organisation des collectivités territoriales, avec le mode de fonctionnement, les modes d'organisation, etc., les composantes, le budget, comment ça se fait, tout ça, ce décret-là est bien disponible. Maintenant, il ne reste plus qu'aux collectivités territoriales de s'organiser et de voir dans quelle mesure possible elles vont mettre en place ces ententes-là. Ouais. Mais également, du point de vue initiative, nous, le Conseil départemental, on a un programme qu'on appelle F2DC, le Fonds de développement département commun, qu'on va mettre sur place, qu'on a même proposé au dispositif conjoint, que moi-même je me suis rendu à Dakar pour défendre le dossier qu'on a finalement obtenu. Dans ce projet-là, il s'agit de mettre en place un fonds qui sera partagé par l'ensemble des collectivités territoriales, mais également il y aura une partie qui sera donnée par l'État et les collectivités territoriales, permettant de prendre un ensemble de problématiques partagées par les collectivités territoriales pour les mettre en œuvre. Alors du point de vue formation, renforcement de capacité, problématiques de l'eau, les forêts, etc. Donc tous ces programmes-là, nous sommes en train de les étudier. Mais comme vous l'avez dit, dans toute chose, il y a des contraintes, parce que c'est au niveau de la prise de décision, au niveau des élus qui pose souvent problème. Il y a l'aspect politique qui vient s'ingérer, mais je pense que les choses sont en de bon temps. Je pense que d'ici les mois à venir, il y aura des choses qui vont bouger. Merci. Et juste pour partager l'information par rapport au capitaine, pour qu'il puisse bouger rapidement, parce qu'au mois de juillet, le président du conseil départemental doit se rendre en France pour signer une nouvelle convention avec nos partenaires. Et il y a de nouvelles orientations qui seront données au partenariat. Donc si vous pouvez nous transmettre rapidement toute la documentation nécessaire, moi je me chargerai de plaider auprès du président. Une fois devant les partenaires, on saura comment donner de nouvelles orientations par rapport à la protection des forêts et aux aires marines. Et aux CPA, il faut aussi penser à ça parce que c'est après ça. On va vous donner la parole des CPA là. Je vais l'envoyer le bras au président du conseil départemental, toujours par rapport à la contribution des commissions à l'assurance des produits. Donc, je crois comprendre que dans les budgets des communes, il y a des budgets qui sont destinés à prendre en compte des problématiques environnementales. Je pense que ces rubriques peuvent vraiment aider à prendre en charge certaines activités de l'ANP. Mais encore faudrait-il qu'il y ait une bonne planification, un PTA qui est partagé avec les communes, pour au moins essayer de voir chaque année quelles sont les activités qu'ils pourraient prendre dans le cadre de ces rubriques. Mais tout ça, ça nécessite vraiment un cadre de concertation entre l'ANP, les communes et les présidents du conseil départemental. Ça, c'est fondamental. Mais je pense que les ressources sont là. Maintenant, ce qui reste, c'est un problème d'organisation et de mise en place de cadres de concertation ici. Merci pour la réponse. Le CLPA, quels sont les problèmes? Bon, nous, comme un orateur l'a si bien dit ici, tout début est difficile. Nous, c'est le CLPA de Djouloulou. Bon, au début, on avait des problèmes parce qu'on ne comprenait pas réellement entre le CLPA et les aires marines protégées. Il y avait une petite nuance, mais comme on est non seulement membre du CLPA, mais on est aussi membre dans les aires marines protégées. Donc, la multiplication des rencontres nous a permis vraiment de se retrouver et que les difficultés qu'on avait tout à fait au début, actuellement, on a plus ces problèmes-là. Parce qu'on a reconnu que, effectivement, c'est les aires marines protégées qui sont au-dessus des CLPA. Mais toutes nos activités sont liées. Donc, on est obligé de s'efforcer, de travailler la main dans la main pour la réussite de notre mission. Parce que l'environnement, là, nous appartient de tous. Donc, les CLPA s'étaient orientés directement dans le cadre de la préservation des ressources halieutiques. Et les aires marines, c'est les deux à la fois. Non seulement
la conservation de la ressource et en même temps les forêts. Donc, actuellement, il n'y a plus de nuances. Donc, nous tous, nous sollicitons les mêmes choses. C'est quoi? C'est de mettre à la disposition. On sait que tout ce que les aires marines auront comme moyen, ils vont nous aider au niveau des CLPA. Comme actuellement, la surveillance, il y a quand même vraiment un changement, un grand changement, je peux dire, parce qu'avec eux, on est en train de mener des surveillances pour les pratiques illicites. Donc, beaucoup de nos agents, même, ils pratiquent dans les fleuves. Actuellement, avec les aires marines protégées, ça commence à changer. Et vraiment, nous félicitons beaucoup. Et aussi dire que ces rencontres-là sont toujours bénéfiques, parce que c'est des échanges. Voilà. Des deux côtés, on est en train de se capaciter. Ça nous permettra, nous, chefs de village, de pouvoir bien mener nos rencontres de sensibilisation et de faire comprendre aux gens que c'est pas, ils ne sont pas venus pour dire que non, c'est que on va faire, on va leur donner ça. Non, c'est pour nous-mêmes, population. Comme vous l'avez si bien dit, les populations sont souvent dans la légitimité et l'administration pour la légalité. Donc, on nous demande tous de nous aider. Et comme les moyens commencent à venir petit à petit, vraiment, on s'en remercie et on félicite. Que ça soit continu. Votre CLPA dispose de moyens. Maintenant, lors des planifications, est-ce que les gens des aires marines protégées sont conviés à avoir de la planification? Est-ce que vous faites la planification? Nous, avec le CLPA à part. oui. Quand vous faites la planification, est-ce que vous avez une planification? Oui. Vous avez un plan? Oui. Un plan d'action? Oui. Et qui est semestriel, triennal ou mensuel? Annuel. C'est pas Voilà, il y a des structures départementales. Dans la CLPA au niveau du département, je complète la trois CLPA, donc qui interviennent sur le niveau du CLPA, qui ont tous un plan d'action annuel avec un budget qui se disponible. Je le confirme à sa présence. Le conservateur, il est membre de tous les comités qui gèrent les CLPA, ils sont déjà membres. Ils ont été là partout pour les validations des PTA. D'ailleurs, c'est là, dans ce cadre que nous avons planifié quelques activités conjointes, comme la surveillance. Parce que là, on a planifié au moins 8 surveillances par CLPA. Donc, tout dans le label, ça fait 24. Donc, ça veut dire au moins, ils ont 2 sorties par mois, qui est assuré par le CLPA. Et ça ne se fera pas en dehors des marines protégées. Donc, là également, c'est une surveillance que nous faisons effectivement avec tout le monde. Parce que là, à part du groupe qui est à côté de Cameroun, qui est couvert avec le poste de Cameroun, pour les autres, il n'y a pas d'agent de pêche à côté. Et personnellement, je ne pourrais pas coordonner cette activité-là. C'est la complémentarité. C'est pour ça que ils avaient initié. Création de cette aire marine protégée, c'était inclusif. Les chefs de village de ces contrées intéressés ont plusieurs fois assisté à des rencontres à Bignona. Même quand on validait le premier PAG en 2021, en juillet 2021, donc la plupart de ces chefs de village étaient là. Donc c'est ce qui a facilité un peu le travail. Donc on s'est vraiment basé sur les chefs de village là pour qu'ils veillent. Parce que nous, on ne peut pas être partout à la fois pour qu'ils veillent. Et c'est en ce moment qu'on a vu que vraiment, voilà, le petit poisson, les alevins ont disparu du marché aux poissons de Baïla. Merci. Oui, moi aussi, par rapport à ce que vient de dire mon parent, c'était dans le passé. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. On a modernisé le système là. Chez moi, on le fait avec des moustiquaires. Hein. Et pour question de 10 à 15 minutes, vous pouvez même remplir une bassine au petit poisson. Mais c'est grâce au travail que l'inspecteur et le conservateur, je lui ai amené lié au chef de village,
pour mener vraiment la sensibilisation. Ce qui a fait que j'ai dit que les aires marines protégées, ils nous ont beaucoup aidés. Nous, surtout au niveau de la base. Donc je considère que les CLPA, c'est comme une structure au niveau de la base. Et on mène un combat unique pour vraiment que ces pratiques-là soient totalement éradiquées. Monsieur le sous-préfet, c'est vrai que vous avez soulevé un cas pour nous les Diola. Je pense qu'on va dire la chose telle qu'elle est. Une vieille tradition et une vieille habitude. Pour la faire disparaître, c'est pas aussi facile. Mais les combats sont en train d'être menés. Je prends pour exemple, on a sincèrement beaucoup managé à Kanyobo dans le Bluff, pour pouvoir, pas interdire carrément, mais diminuer cette manière de pêche du petit poisson au pont de Kanyobo. C'était dans le conseil. Voilà, là, c'était la première situation qu'on était confronté, et que jusqu'au moment où même le chef de village a intervenu pour qu'on puisse vraiment aujourd'hui, même s'il y en a, mais ce n'est pas trop beaucoup à ce niveau-là. Et du coup, la sensibilisation y est par rapport au petit poisson. Mais il faudrait noter que ce petit poisson-là, pendant l'hivernage, le mode d'utilisation de ce petit poisson peut varier. Nos rizières souvent sont élevées avec des digues. Et souvent vers la fin de l'hivernage, nous constatons qu'il y a du poisson. Et ce poisson, quand il pleut beaucoup, ce poisson a tendance à sortir, mais il ne peut pas aller jusqu'au ballon. Et là, les gens organisent des sorties pour le prendre et le manger. Ça, on ne peut pas les interdire, et moi je pense que ce n'est pas aussi mal à ce niveau. Ils se partagent le poisson, le petit poisson, avec les oiseaux aussi. Hein. Maintenant, par rapport aux digues, les barrages des digues, c'est là où il y a des difficultés aussi. Parce que ce poisson, censé être au niveau des digues, a tendance à partir vers le grand fleuve. Les populations les attendent là-bas avec des moustiquaires pour les prendre. Et pas seulement pour consommer au sein du village ou autre, mais les gens veulent encore le commercialiser au point d'avoir beaucoup de profit à ce niveau-là. Je prends pour une petite histoire à Djanki, où le premier à arriver au niveau de la digue commande toute la journée. C'est lui qui va commander les femmes là. Tu n'oses pas mettre autre chose, c'est celui qui commande. Et c'est lui qui impose le prix de ce petit poisson-là. Et tellement ça peut faire des situations un peu difficiles. Je pense que nous aussi, on va parer à cette situation pour pouvoir discuter avec les populations que ce poisson, c'est vrai, on peut le prendre, mais on peut aussi permettre à une partie aussi d'aller vers le fleuve. Parce qu'à l'époque, nous, on a tendance que le poisson vient je ne sais pas, de l'eau ou je ne sais pas, mais pendant qu'il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de poissons qui s'amassent vers le fleuve. Et là, d'où vient le poisson? C'est du niveau des terres vers le duc. Comment on peut barrer ce poisson et le manger? Et en ce moment-là, le poisson devient rare au niveau du fleuve. C'est ça la vraie difficulté. Relation locale. Avant de poursuivre, j'ai une suggestion à lui faire. Tout à l'heure, il nous a fait une lecture du plan de développement départemental. Je crois qu'on aurait dû prendre seulement ce dont nous avons besoin pour cet atelier-là et nous épargner le reste, parce que sinon on pourrait perdre beaucoup de temps. Maintenant, pour en revenir au débat, si je reviens à la légitimation, le petit poisson dont on parle là, ça fait partie de notre patrimoine, c'est un patrimoine culturel, hein? Le patrimoine culinaire. Ce n'est pas que nous ne soyons pas très soucieux de la préservation des ressources naturelles, mais c'est comme le thiéboudienne au niveau national, hein? Ou bien le thierry chez les Sérères. Chez le Diola aussi, ce plat occupe
occupe une place importante dans notre... On ne peut pas demander à ces populations-là d'arrêter systématiquement de l'utiliser. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire de la légitimation? Donc je crois qu'il faut les trouver dans leurs habitudes, dans leur culture, dans leurs coutumes, comme ils ont l'habitude de le faire, mais les sensibiliser, n'est-ce pas, sur les risques et les amener à changer les modes de capture, peut-être. Mais les amener à acter systématiquement, là, on perd là tout un pan de notre culture, de notre civilisation. Voilà, Monsieur Sayo, au risque de vous surprendre, moi je ne suis pas du tout très d'accord qu'on interdise. Et là, j'en appelle à votre clémence quelque part pour que vous fassiez preuve de beaucoup plus de compréhension vis-à-vis de ces populations qui se servent de ces aliments-là. C'est des habitudes. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce type de plat. Préfet, nous sommes brésiliens, on aime bien ce plat. Lui, il n'y a pas le contraire. Donc, si vous enlevez ça, ça va forcément amener des conflits au sein des populations. Elles ne comprendront pas qu'on veuille leur enlever ce pan de civilisation. Je crois que c'est important de tenir compte des réalités culturelles et civilisationnelles des populations lorsqu'on élabore des lois ou bien des règlements. Ça, c'est important. Sinon, qu'est-ce que ça va amener? Des lois qu'on va mettre sur place, mais qui ne seront pas adoptées, ou bien que les populations refuseront d'intégrer. Et là, c'est le meilleur moyen des conflits. Hein? Dans l'histoire récente, un grand footballeur français est allé se payer de la viande de vache, a été sanctionné en Inde. Parce que chez eux, on ne mange pas la vache. N'est-ce pas? Chez nous, on la mange tranquillement, sans aucun problème. Eux, ils ne comprendront pas qu'on tue une vache. C'est la même chose ici qui se pose. Donc voilà pourquoi c'est vrai qu'il faut préserver la ressource, mais préservons-la intelligemment. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. En général, bon, il n'y a pas encore de repos biologique proprement dit. Il faudrait dire que l'inexistence, ce que nous faisons, ce n'est pas pratiquement du repos biologique, c'est-à-dire par rapport à la pêche aux petits pélagiques comme le yaboy et autres. En certains moments, on interdit la pêche nocturne donc, pendant 6 mois de l'année. Donc ça, c'est plus une question de conservation que de repos biologique. Maintenant, pour en revenir à la consommation des juvéniles, ce que je dis à tout le monde, je suis quelque part d'accord avec M. le maire, mais c'est la manière de faire. C'est-à-dire, quand on vend jusqu'à maintenant pêcher pour commercialiser, ça pose déjà problème. Auparavant, nos ancêtres, ils prenaient juste pour se nourrir, pour la consommation familiale, ce qui n'est plus le cas. La deuxième chose également, la tradition de manière générale, il y a des choses qui sont bonnes, mais des choses qui, à la fin, avec l'évolution de la science et des connaissances, on se rend compte que ce n'est plus une bonne pratique. On est obligé d'arrêter. Maintenant, ce que je dis à tout le monde, dès l'instant qu'il pleut et que l'eau circule, donc on évite de prendre les petits plats parce que toujours ils ont une chance de rejoindre le fleuve. Maintenant, dès l'instant que les pluies diminuent et qu'on constate quelque part il y a des captures qui sont qu'on ne peut plus sauver, on peut les prendre pour juste consommer, pas pour commercialiser. Vous prenez, vous consommez chez vous. Mais quand vous commercialisez, là, vous incitez à un autre de le faire. Et quand vous allez au marché, vous ne pouvez pas identifier le produit qui vient de la digue ou bien qui vient de la pêche. Vous ne pouvez pas le faire. Donc je crois que là également, c'est une souplesse qui est là. Et là également, c'est pour l'intérêt des populations. Donc je crois que ça, c'est des observations qu'il faudrait faire. On avait ce problème-là au niveau de Oussouy, c'est dur, c'est dans toute la Casamance, hein. Mais quand même, il va falloir changer ses habitudes alimentaires là, petit à petit. Maintenant, vers le mois d'octobre, consommation ou bien récolte des rizières, là, le poisson est complètement emprisonné. On peut comprendre cela. Vous ne le prenez pas, il va mourir de sa propre mort. On le prend pour la consommation familiale, mais pas pour aller vendre au niveau du marché. Mais dès l'instant que ce petit poisson a la chance de rejoindre le grand fleuve, je crois que laissons-lui la chance d'aller parce qu'il va tout simplement se reproduire et donner d'autres petits poissons dont les diolas sont délectablement délicieusement. Merci beaucoup. Bon,
Moi, je pense que si vous demandez à un Nessilien de ne pas consommer les alvins, c'est comme si vous lui demandez de se pendre. Parce qu'à Tchonkessi, un Nessilien qui consomme les alvins, il risquerait même de les consommer avec la main gauche tellement qu'il se plairait à manger. Parce qu'on y met beaucoup de citron assaisonné avec du piment. Et les gens adorent ça. Et à Tchonkessi même, ce n'est pas naturel le blocage. C'est artificiel le blocage des alvins. C'est les femmes elles-mêmes qui vont au niveau du fleuve, des ballons, pour bloquer les alvins pour qu'ils ne puissent pas accéder au fleuve. Donc c'est artificiel. Donc il y a la main de l'homme qui existe et tout ça, c'est des choses qui doivent être prises en charge. Et ça demande beaucoup de discussion parce que Tchonkessil aujourd'hui, si je prends l'exemple de Tchonkessil, a réussi à bannir la pêche des Maliens qui empoisonnaient les poissons ensuite pour aller les ramasser. Et ce problème-là a été pris en charge par les populations elles-mêmes et qui ont mis un terme et ça a arrêté. Donc je pense que la volonté est là, la prise de conscience est là, il suffit juste de sensibiliser et les choses pourront y aller. Ouais.
On essaie